Oui, nous sommes à Paris-Dauphine, au sommet sur la beauté noire. Je suis intervenu ce matin sur la question des théories raciales européennes et le déni de beauté aux Africains au XVIIIe et XIXe siècle. L'idée de mon intervention peut se résumer de la façon suivante. À partir du XVIIIe siècle, de la seconde moitié du XVIIIe siècle en particulier, il va y avoir un mouvement au niveau des chercheurs, des scientifiques, des naturalistes, qui vont, dans un souci de classification de tout ce qui vit sur la Terre, donc dans la nature, regrouper et nommer et classer les êtres humains en particulier. Et dans ce mouvement-là qui commence avec la classification de tout ce qui est dans la nature proposé par le Suédois Linné en 1753, il va y avoir un mouvement de chercheurs dont Quimper et Blumenbach vont être les plus importants représentants à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. En tout cas pour le second, pour Blumenbach, puisque Quimper est décédé en 1789 et il est à l'origine de la théorie de l'angle facial. Cette théorie qui est ethnocentriste et eurocentriste, avait pour idée de développer la version selon laquelle les Africains ont une capacité crânienne faible et donc ne sont pas intelligents, sont moins intelligents que les autres humains, en particulier les blancs, en fait, qui étaient classés dans une catégorie que Blumenbach a appelée les Caucasiens, les Africains étant dans la catégorie des Éthiopiens, et la troisième catégorie étant celle appelée Mongoliens, donc des peuples d'Asie, avec deux sous-catégories que nous propose Blumenbach, les Malaisiens et les Amérindiens. Les Malaisiens étant un mélange d'Éthiopiens et de Mongoliens, donc d'Africains et d'Asiatiques, et les Amérindiens étant un mélange de Caucasiens et de Mongoliens, c'est-à-dire un mélange d'Asiatiques et d'Européens. On pourrait dire ceci, pour résumer en fait, ces théories qui au départ avaient un souci, on va dire, de classification, de comprendre tout ce qui habitait sur Terre et de comprendre les liens de parenté qui peuvent exister entre les espèces vivantes de la planète, ce processus va dériver de façon dangereuse dès lors que ces savants vont commencer à apporter dans leur travail des jugements de valeur d'ordre moral et esthétique. Donc on va commencer à dire que les Européens, donc, qui appartiennent au groupe des Caucasiens, sont les plus beaux et on va dénier aux autres peuples, notamment et en particulier aux Éthiopiens, donc les Africains, on va leur dénier la beauté et on va également aussi attribuer l'excellence de l'intelligence, du génie aux Caucasiens, c'est-à-dire aux Blancs, aux Européens, alors que dans le processus inverse, on va dénier aux Africains, dits Éthiopiens, la beauté, l'intelligence. Il se trouve donc que ces théories, pourtant, sont en contradiction avec ce que pensaient les ancêtres des Européens, les Grecs et les Romains. Si on se plonge plus longtemps dans l'histoire, si on étudie ce que les auteurs romains ont écrit sur les Africains, et plus avant eux encore, ce que les auteurs grecs ont écrit sur les Noirs, les Africains en général. Ces derniers, Romains et avant eux les Grecs, avaient une vision plutôt positive et admirative donc, des populations noires qu'ils avaient le loisir de côtoyer en Grèce ou à Rome. Il faut savoir qu'il y a 2000 ans, par exemple, 30% du Sénat romain était composé d'Africains et qu'il y a eu des Africains qui ont été empereurs à Rome, qui ont été des généraux des armées romaines, et donc exercer des fonctions importantes dans la vie politique et religieuse, puisque Saint Augustin, par exemple, était un Africain, et qu'il y a eu aussi d'autres Africains qui ont exercé les plus hautes fonctions dans le clergé au Vatican, étant devenus des papes. Et donc le regard que ces anciens Européens avaient sur les Noirs est totalement en discordance avec ce que, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, les savants naturalistes et pseudo-savants, on pourrait les qualifier de pseudo-savants, vont développer.
Ils vont développer des théories qui vont plutôt renforcer le sentiment et en fait le projet colonial et esclavagiste qui était déjà installé depuis le XVe siècle par les nations européennes et donc à l'encontre des Africains qui déportaient en masse par milliers dans les colonies américaines. Et par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que ces théories raciales du XVIIIe et du XIXe siècle, loin d'être scientifiques, bien qu'elles aient eu, on leur ait accordé une considération scientifique, puisque ces théories étaient enseignées dans les ouvrages, et en réalité, elles étaient pseudo-scientifiques. Et en conclusion de mon intervention, j'ai relevé le fait que deux de ces savants, Blumenbach et Kemper, ont d'ailleurs eux-mêmes eu à faire face à des contradictions par rapport à leur théorie, puisque ils ont découvert dans un château allemand des peintures d'Africains qui avaient le même angle facial que les Européens, ce qui était en totale contradiction avec leur théorie qui déniait aux Africains justement la beauté et l'intelligence, puisque ces Africains avaient le même... En fait, cet Africain, puisqu'il s'agit en réalité d'un Africain qui avait été peint par Van Dyck ou par Rubens, sous 4 angles différents, et que Blumenbach et Kemper prenaient pour des personnes différentes. Et l'angle facial justement de cet Africain est le même que l'angle facial que ces savants européens prenaient pour le modèle de la beauté et même de l'intelligence humaine, en se basant sur les canons grecs et des images d'Apollon grec ou de Vénus européenne. Donc, ils vont être confrontés à ce genre de contradictions et ils vont essayer d'échapper à ces contradictions en accusant les peintres européens qui les ont précédés de 1 siècle et demi d'avoir peint des Européens en noir et non d'avoir vu de vrais Africains qu'ils avaient peints. Alors qu'on sait aujourd'hui que les peintres dont il s'agit, Van Dyck et Rubens, et même Rembrandt, dans les années 1620 et 1660, avaient rencontré des Africains qui ont été leurs modèles, qu'on voit dans les tableaux. Donc ceci pour dire que les idées, le regard que les Européens ont construit à partir du XVIIIe siècle sur les Noirs, ce regard s'est basé sur des fausses théories à qui on a attribué une dimension scientifique alors que ce n'étaient pas des théories scientifiques. On a examiné des squelettes humains, quelques squelettes humains qu'on a pris pour des squelettes représentatifs des peuples noirs, et on a cherché aussi le type de squelette européen qui pourrait correspondre au profil recherché correspondant au canon de la beauté, qu'on a attribué donc à la Grèce. Et donc à partir de là, on a construit justement ces fausses théories qui étaient contradictoires de ce que pensaient les Européens qui avaient précédé cela 2000 ans auparavant. C'est donc ce que j'ai voulu montrer et surtout aussi faire savoir qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes encore tributaires de ces théories-là, de cette histoire négative, cette image négative du noir, puisqu'encore aujourd'hui, si vous étudiez attentivement les livres qui parlent de l'Afrique, les couvertures des livres qui parlent de l'Afrique, vous verrez que les images qui sont choisies en couverture ne sont pas prises au hasard. Même quand il s'agit d'images qui parlent de l'Afrique coloniale, il faut savoir que dans les archives, dans les bases de données iconographiques, il y a toutes sortes d'images sur les Africains, mais qu'on ne reproduit systématiquement que des images qui montrent les Africains sous un angle négatif, défavorable, pour justifier ces théories-là. Et que donc nous ne sommes pas encore sortis de cette période-là, de façon consciente ou inconsciente. Les Noirs sont encore victimes du préjugé. Merci. Oui. Dans le cadre des travaux que je mène avec la Maison d'Afrique à Toulouse, nous avons mis en place un programme de recherche qu'on a appelé les Africains et leurs descendants en Europe avant le XXe siècle. Et justement, dans le cadre de ce travail, nous voyons que quand on décide d'étudier l'histoire des Africains sur le continent européen, on peut trouver des Africains partout en Europe,
quelle que soit l'époque historique qu'on étudie, quelle que soit la région de l'Europe que nous étudions, qu'on aille dans la lointaine Russie, il y a 4 siècles, ou dans les pays scandinaves, ou dans les pays d'Europe du Sud, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, je parlais de la Grèce antique, de l'ancien empire romain, il y a toujours eu des Africains dans ces régions-là. Et que donc, la relation qui a existé entre ces Africains et les autres Européens, dans ces différents pays européens et à ces différentes époques, ces relations-là étaient des relations fondées sur les rapports sociaux. Donc, quel était, en fonction du statut social de ces Africains dans ces sociétés-là, ben, ils bénéficiaient de tels rapports favorables ou défavorables, et que ces Africains appartenaient à toutes les couches sociales. Donc, on pouvait trouver des serviteurs, et pas seulement, et d'ailleurs ils étaient minoritaires, parce qu'ils appartenaient à toutes les couches de la société. Il y avait des savants, il y avait des peintres, il y avait des militaires, des officiers, des généraux, des politiques, des théologiens, donc des religieux, des chefs d'église, des penseurs, des enseignants, des musiciens de cour, des musiciens d'armée, mais aussi des théoriciens de la musique. Donc, on trouvait les Africains dans tous les domaines d'activité dans les sociétés européennes, quand on étudie leur histoire sur 4000 ans en Europe. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes encore tributaires d'idées qui, elles, ont été construites à partir seulement du versant négatif qu'on a présenté de l'histoire des Noirs en Europe. Versant négatif et versant bien sûr défavorable, puisqu'on ne parle que de leur histoire de domination. Ils ont été dominés par effectivement des populations européennes, et on occulte justement la part de leur histoire qui est la plus longue dans leur relation avec l'Europe, où effectivement les rapports à cette époque-là n'étaient pas des rapports de domination, c'était des rapports d'égal à égal, et où ces Noirs appartenaient à toutes les couches des sociétés européennes. Donc je pense que c'est important qu'on s'intéresse à ces questions-là, et que quand on parle de l'histoire des Noirs en Europe, qu'on ne se limite pas aux 5 derniers siècles, mais qu'on étudie cette histoire dans la longue durée, depuis les temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui. Merci. C'est comment ton prénom? Ton Et prénom? toi? Et toi? Aline. Oh, moi c'est Eric. Eric. Bon, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Aline Tacite. J'ai 2 casquettes. La première, c'est celle d'être la fondatrice principale de l'événement Boucle d'Ébène, qui est un événement précurseur dans la promotion de la beauté naturelle et de l'entrepreneuriat afro-caribéen en France. Et ma deuxième casquette, depuis 1 an et demi en France, j'ai monté mon salon de coiffure dédié à la chevelure naturelle afro et métissée et au LOX. Voilà. Je suis basée à Bagneux dans le 92. Mon salon s'appelle Le Salon, tout simplement, Le Salon by BE, pour un petit clin d'œil à Boucle d'Ébène. Ma présence aujourd'hui, eh bien, dès que j'ai entendu le thème de l'événement, je m'y suis précipitée, parce que en fait, c'est exactement le cœur de ce qu'on a toujours défendu, ma sœur et moi, à travers Boucle d'Ébène, à savoir la beauté naturelle, la valorisation de notre identité, de notre histoire, de notre économie, qu'il faut structurer et qu'il faut développer. Donc tous les volets y sont, et j'ai trouvé ça vraiment très complet. Les intervenants de qualité, l'organisation de qualité, l'accueil d'extrême qualité. Donc je suis ravie d'être là et d'avoir assisté donc, à cet événement très profond et très complet. J'ai appris, je ne peux pas vraiment dire que j'ai appris des choses qui sont des choses que je connaissais déjà. Par contre, il est très important de rafraîchir ses connaissances et de voir aussi, par le biais de l'intervention des jeunes, l'évolution des mentalités. Et du coup, j'ai appris en ce sens un petit peu où on en était. Et ça, c'était donc fructueux. J'ai fait aussi connaissance avec des professeurs de renom que je pense, avec lesquels j'espère travailler pour d'autres travaux par rapport à des projets futurs, et d'autres personnes pour d'autres projets. Donc tout ça, c'est très positif pour moi. Quoi dire d'autre? Je suis ravie.
je suis vraiment sincèrement ravie d'être là. Voilà. Donc, j'aimerais profiter de cette visibilité pour annoncer le retour de l'événement Boucle d'Ébène, pour ceux qui l'ont connu et ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est vraiment l'événement précurseur en France autour de la promotion de la beauté naturelle de la femme et de l'homme noir. Donc la préservation et de notre authenticité en tant que beauté, en tant que culture avec un S, et identité également avec un S, et également une plateforme de visibilité des entrepreneurs afro-caribéens, qu'ils soient dans le domaine de la beauté, des cosmétiques, que dans les services, donc l'informatique, etc. C'est une véritable plateforme de visibilité qui revient donc en 2013. Donc restez connectés sur le web, on sera extrêmement visible à partir de très bientôt. Voilà. C'est dit. Merci. Non mais en fait, Donc, premièrement, le thème. on va résumer un peu ce que vous avez abordé comme sujet. Moi j'ai préféré aborder le thème un petit peu de cette faille identitaire. C'est-à-dire que lorsque l'individu n'est pas en adéquation avec son intériorité psychique et que ces intériorités ne sont pas précises, l'individu est fragilisé. À ce moment-là, au point de vue identitaire, est capable de s'identifier à tout ce qui arrive, y compris sur le plan de l'intoxication, sur le plan de l'aliénation. Et quand ce que j'ai appelé l'aliénation en fait, c'est la perte de sa culture, c'est la perte de son identité, de façon à copier autre chose et à s'installer dans cette autre chose de façon permanente. C'est ça l'aliénation. Les deux sont vus ici, parce que lorsqu'on parle, Gillette, mais la dénaturation, pour moi la dénaturation, c'est l'aboutissement qui mène à ces genres de situations qui sont en fait pathologiques chez nous, psychologues. Merci. Deuxième sujet, on va aborder le sujet de parole libre. Oui, la parole libre, ce que moi je voudrais donner, c'est qu'il faut que les individus, aujourd'hui, il faut que nous soyons authentiques et que nous ayons confiance à qui nous sommes, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier à n'importe qui. Quelqu'un, un Africain qui est bien dans sa peau, c'est un Africain qui évolue et qui fait évoluer tous les autres. Donc n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de nous affirmer, ça ne sert à rien de copier l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est Africa numéro 1. Africa numéro 1 qui est donc une radio africaine internationale, généraliste. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur Africa numéro 1. Et j'ai le privilège d'être écouté par plus de 20 millions d'auditeurs à la fois en Afrique, à Paris et dans le reste du monde. Je suis également coach, mais coach mentaliste afro-centré. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais pour ceux qui connaissent la série Mentaliste, le mentaliste c'est celui qui permet à une personne d'être la meilleure version d'elle-même. Pour résumer ce que je dis ce matin, en tant que coach mentaliste, j'ai voulu faire comprendre pourquoi ce type d'événement, les campagnes de médiatisation, toutes les personnes qui nous incitaient justement à être nous-mêmes, pourquoi toutes ces capacités, toutes ces personnes, toutes ces personnes justement qui nous incitaient à changer, à nous départir de nos perruques, de nos tissages, à ne pas se laisser enfermer dans la dépigmentation. Pourquoi on n'y arrivait pas? Et ça tient justement au fait que nous sommes tous les jours sollicités par ce qu'on appelle dans le coaching des drivers. Les drivers, c'est ces messages contraignants qui nous disent tout et le contraire, qui nous disent d'être de bons enfants, obéissants, d'aller à l'école, de faire de belles études, mais en même temps de garder notre culture. Bon, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, ces drivers, ces croyances limitantes nous sont
parfois inculquée par des parents bienveillants au départ, qui veulent notre bien. Je pense qu'en tant que femme, en tant que jeune fille, on a toutes été confrontées à ça. La maman qui défrise les cheveux à la petite fille à partir de 5 ans, pensant que c'est bien pour elle. C'est là qu'elle tombe dans l'engrenage. La croyance, c'est quoi? C'est un système de pensée qu'on prend pour acquis. On est dans un monde, dans un univers. Aujourd'hui, il y a encore des jeunes filles qui vont naître avec l'idée que porter des perruques, porter des tissages tout le temps, sans prendre conscience qu'on a des cheveux crépus, qui a besoin de vivre sous cet état de belles choses, finalement, et bien, c'est pas naturel. Donc, mon message était de dire, revenons à notre nature profonde, à notre nature première, et essayons de décoder autour de nous, justement, tous ces messages qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et ça passe, justement, par un travail à faire avec un coach mentaliste, tout simplement. C'est ce que j'ai dit. Pour résumer la journée, je trouve qu'il faut des espaces de parole. Parfois c'est dur, c'est important que ça soit dur. On est là pour confronter nos idées, mais je pense qu'il faut avancer aussi. Il ne faut pas seulement dire il faut maintenant aussi qu'il y ait des endroits où les jeunes, les femmes, les hommes, tous ceux qui veulent revenir à cet état naturel, normal, puissent y arriver sans chercher un institut de beauté ou de santé, un institut où apprendre justement ce que nous sommes fondamentalement, comme une aiguille dans une botte de foin. Donc la porte est ouverte, c'est un vrai marché dans lequel il faut s'incruster, pas seulement s'incruster, mais dont il faut s'emparer pour compter vraiment dans la société d'aujourd'hui. Je retiens également qu'on a beaucoup parlé de ce fameux accent. Bon, moi je suis arrivée en France quand j'avais 4 ans. J'ai dit que je n'ai pas à rougir de ça. Je suis authentiquement africaine. Je suis une Singa. Une Singa, c'est une prêtresse, un guide africain. Je m'appelle Mutsinga Diaki Eugénie. Et Mutsinga, ça veut dire le guide. Donc je sais exactement ce que je suis venu faire sur Terre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Je suis Inima de la RDC, République démocratique du Congo. Je suis initiateur de Longo. Longo, c'est la danse africaine d'ancrage. Il faut tout simplement comprendre par l'ancrage. L'ancrage, c'est tout simplement, c'est s'ancrer dans l'être que tu es ici et maintenant. Je suis du peuple bantou, donc quand on dit s'ancrer en tant que peuple bantou, c'est s'ancrer dans le Muntu que tu es. Le Muntu, c'est la proclamation de qui tu es en tant que fils du Très-Haut. Donc c'est la proclamation de ça dans les ici et maintenant, et ton expérience ici doit être ça. Et voilà. Et aujourd'hui, j'étais à la journée de la beauté divine. J'aime bien ce concept de beauté divine. Parce que quand on dit beauté divine, donc la beauté divine, la beauté devient donc un attribut divin. Et comme nous sommes ceux qui mettent en valeur, ceux qui font l'expérience de cette beauté, donc on est en même temps donc une partie du divin. Donc du coup, quand on parle de beauté divine, on parle de notre propre beauté. C'est ce qui est très intéressant. Et j'ai beaucoup apprécié déjà la démarche de Ginette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup puisque il y a un principe de base chez nous. On dit la société élève le collectif. Mais c'est l'individu, la société soutient le collectif. Mais c'est l'individu qui élève le collectif. On peut prendre donc. Le collectif soutient l'individu. C'est l'individu qui élève le collectif. Ce principe est très important. Très important. Donc on a vu là, donc Giette, c'est un individu, mais par ce qu'il est en train de faire, il est en train d'élever le collectif. Et c'est ça notre responsabilité individuelle dans la vie ici. Dans la vie d'ici, tout ce que tu fais doit élever le collectif. Non seulement toi-même, il faut que ça élève le collectif. Et toute démarche qui élève le collectif rentre automatiquement sur le plan divin. Et c'était vraiment un grand plaisir pour moi d'être là. Et de participer, d'apporter le peu que je peux apporter
Au moins, on peut dire que rien que par ces quelques minutes que j'étais là, si ça peut amener quelque chose dans la journée, tant mieux. Mais déjà, la journée en elle-même est déjà si riche, si nourrissante. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'était une joie pour moi d'être là, cette journée de la beauté divine. Et je crois que je reviendrai. Si on me demande, je reviendrai avec plaisir. Merci. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Sandra, je suis portugaise, moitié angolaise. Je me trouve ici à Paris à cause des circonstances et maintenant que je suis ici, je pense d'y rester et de faire mes études dans le contexte de la littérature africaine. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, sur ma culture, une culture qui m'a été déconnue pour plusieurs années. Je l'ai découverte avec la littérature et l'histoire de l'Afrique pour mieux comprendre aussi cette littérature que j'ai étudiée. Et maintenant que je suis ici, il faut me découvrir aussi un peu plus de moi-même. Je pense qu'un sommet comme c'est ici dédié à la beauté divine, c'est un contexte parfait pour découvrir aussi notre contexte. C'est pas l'Afrique que je connais, mais je trouve fascinant d'être ici et de savoir qu'il y a des personnes qui ont dédié tout son travail, toute son vie à restituer à des personnes d'origine africaine. Il y a toutes les autres personnes qui s'intéressent par cette métier, de restituer un concept de beauté que permet à ces personnes de mieux s'identifier et pas de chercher toujours dans autre chose que ne dit rien, ça qui n'a rien à voir avec notre essence. Si on peut parler d'essence, et je crois que c'est intéressant de parler d'essence, de trouver une autre chose que nous fait oublier notre origine. Même si je ne le connais pas, je suis connectée avec mes origines et donc il faut de faire ce travail douloureux et difficile de m'approcher un peu plus de mes origines, de mes histoires, l'histoire de mes parents et enfin d'un continent aussi. J'ai trouvé le témoignage de tous les intervenants très, très intéressant. Il m'a permis de voir, c'est pas seulement une question esthétique, une question qui concerne seulement la personne qui travaille avec la beauté, de faire de faire un cheveu plus joli, plus naturel aussi, mais ça qui m'intéresse vraiment, c'est cette contextualisation anthropologique, historique, sociologique, économique aussi un peu du concept de beauté. Et enfin, c'est l'importance de restituer un concept de beauté que nous permet aussi de trouver une harmonie et de s'identifier. Je me sens très bien ici. Je suis venue seulement pour rester pour le matin, mais je dis non, je ne peux pas partir maintenant parce qu'il y a des autres choses à découvrir. et bien, c'est ça. Merci. La thématique de la beauté sauvera le monde, dans le cadre de ces rencontres, c'est pour bien montrer que la beauté est quelque chose qu'on trouve partout, et quelle que soit la forme de cette beauté. C'est du visage, c'est de la chevelure, c'est de l'attitude, c'est de la gestuelle, c'est des propos, c'est du silence aussi. C'est quelque chose qu'on trouve dans tous les pays du monde. Par conséquent, il faut qu'on commence à identifier nos propres critères d'esthétique et en ce sens, l'Afrique, par exemple, si on prend le critère du souris, c'est le pays des souris. Si on prend aussi l'objet même de la Réunion, ce qu'on appelle les produits ethniques, notamment pour la coiffure, la diversité des coiffures dans la plupart des pays africains, c'est extraordinaire. La diversité vestimentaire aussi, la diversité culinaire aussi. Donc, en termes d'apport dans ces domaines, on n'a rien à apprendre des autres. C'est nous qui avons apporté ces choses-là ailleurs. Mais en les apportant ailleurs, on l'a fait en étant nous-mêmes. Quand on voyage avec des cheveux crépus, quand on arrive à une destination, on a les cheveux crépus. Dans notre propre espace, je vous signalerai par exemple que les hommes comme les femmes se tressent les cheveux.
Et vous le voyez aujourd'hui reproduit chez les Rastas. Et d'ailleurs, la beauté, et notamment celle de la femme, est tellement vénérée, même sa beauté au sens moral. Parce qu'on dit que le courage, par exemple chez les Amazones, de ces femmes, qui pour défendre le territoire de leurs enfants, de leur famille, sont parfois beaucoup plus guerrières que ne sont les hommes. À tel point que quand un homme est un très très grand guerrier, au lieu de l'appeler il, on peut l'appeler elle. Parce que ce n'est pas honteux d'appeler un homme elle dans la mesure où il incarnerait une valeur de résistance. C'est pour cela que, en ce qui me concerne, je me suis appuyé sur Aimé Césaire parce que dans la pensée d'Aimé Césaire, il y a d'abord cette glorification de l'Afrique mère, comme il le dit, et chacun de nous doit, citant sa phrase où il dit que la voie la plus courte pour aller vers l'avenir est celle qui passe par le profondissement du passé, comprendre que l'Afrique a donné la civilisation pharaonique. Je viens d'un pays où on a trouvé aussi ce qu'on appelle Lucie, notre ancêtre commune. Et aujourd'hui, on le sait de manière absolument scientifique, qu'il s'agit de l'Éthiopie ou du Kenya ou du Tchad ou d'autres parties de l'Afrique. Ce qui est certain, c'est que le peuplement de l'humanité est venu de l'Afrique en général. C'est à partir de l'Afrique que les autres continents ont été peuplés. C'est dire que la meilleure connaissance de notre histoire à nous-mêmes va libérer les fautes de notre côté. C'est pour cela que je n'ai pas voulu qu'on s'attarde sur les combats d'arrière-garde qui consistent à dire moi noir, je ne suis pas inférieur à toi ou supérieur à toi, parce que au plus profond de nous-mêmes, il ne faut pas juger un livre par sa couverture. En Afrique, il y a toutes sortes de noirs, toutes sortes de gradations de couleurs. Dépassons ça. Par contre, dans notre manière de nous battre, pour que ce continent le plus riche puisse trouver pour ses enfants aussi de quoi pouvoir marcher fiers chez nous-mêmes, au lieu de s'expatrier, au lieu de devenir des émigrés, et on nous colle la couleur de notre peau comme si c'était un péché, ça prouve bien qu'il y a un travail d'émancipation de l'esprit qui doit continuer à avoir. C'est pour ça que pour lancer un pot vers les autres, j'ai voulu m'appuyer sur une phrase de Dostoïevski, parce que l'Afrique, si l'idée est bonne, en ce qui nous concerne, on l'apprend chez lui, comme on peut l'apprendre chez Rimbaud, qui disait qu'il était un nègre et qui a vécu 10 années en Afrique. En se mariant à une Africaine en plus. Bon, choses qui sont très profondes. Voilà autant d'objets, non pas de fierté, mais de quoi être debout, de s'estimer heureux, d'être africain et femme africaine avec sa coiffure, avec sa manière d'être. Merci. Je suis Denis Wessidioé, professeur des universités à la faculté de pharmacie de Grenoble. Donc j'ai été contacté par Gillette Louat il y a quelques temps, environ un mois, qui m'a proposé de venir participer à une journée qui serait autour un tout petit peu des produits ethniques, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc j'ai accepté d'emblée parce que je suis intéressé par tout ce qui touche la race noire, étant moi-même de cette origine. Donc j'ai accepté malgré tout le travail que j'avais, et donc je suis venu ce matin et parti de chez moi à 6h du matin pour rejoindre Paris. Donc elle m'avait demandé de choisir un thème sur lequel je pourrais intervenir, et donc j'ai choisi de parler on va dire, du blanchiment de la peau et des conséquences néfastes que ça pourrait avoir. Donc j'ai fait une présentation qui tournait autour de beaucoup de choses, mais en réalité, le centre de mon intervention tournait autour de ça. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'aujourd'hui, au XXe siècle, avec les connaissances, avec toute la littérature qu'il y a dessus, toute l'iconographie qu'il y a, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, on trouve des personnes qui se transforment complètement avec des conséquences impossibles sur la santé. Alors, là-dessus, dans la matinée de cette journée, les philosophes ont essayé de planter le décor, et je trouvais ça très important de montrer que cette histoire-là n'est pas simplement une histoire d'acculturés ou de personnes illettrées, mais que c'était plus profond que ça, et que c'est une espèce
de mal-être des personnes par rapport à la société, par rapport au canevas que la société leur donne. Et donc ce matin, les philosophes, les historiens ont fait un travail de fond qui pour moi est important parce que traiter le superficiel, le basique, la science, sans que les gens qui ont entamé ce processus n'aient pas compris pourquoi ils en étaient là, pour moi c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Et donc ce matin, j'ai beaucoup apprécié que les philosophes remettent les choses au point, redisent aux gens un peu d'où ils venaient, redisent que les canons de la beauté, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, que c'est quelque chose de transformé, et que à partir de là, ça m'a permis, dans ce que j'avais à dire, de dire bon voilà, vous avez compris que cette bataille n'est pas forcément la meilleure. Et donc mon rôle de scientifique, de pharmacien, c'est de dire vous visez des objectifs inatteignables. Et donc c'est pour ça que j'ai pris des choses très simples pour montrer d'où venait la couleur de peau, qui est donc quelque chose de physiologique. C'est une question de mélanogénèse. Et donc montrer que c'est des processus qui existent, qui sont biologiques, qui sont physiologiques, et que toute tentative de changer radicalement de peau et durablement était impossible simplement en regardant les processus qui doivent conduire à ça. Donc c'était un peu ce que je voulais faire passer aujourd'hui comme message. Et bien entendu, à côté de ça, on montre les ravages que causent les produits. Mais vous savez, les gens, les ravages, ils sont capables de les supporter. Mais si vous leur montrez, en termes d'éducation, que le combat qu'ils sont en train de mener est impossible, peut-être qu'on va pouvoir rectifier comme ça ce genre de comportement. Donc c'était un peu le but de mon intervention, même si après j'ai parlé de certaines corrections qu'on pourra mener au niveau de la peau. On a parlé un peu des produits cosmétiques et de tous ces produits qui arrivent sur le marché que le consommateur ne connaît pas très bien en termes de composition, en termes d'étiquetage, en termes de mode d'emploi. Et donc ça nous a mené effectivement à dire que peut-être que plutôt que de prendre ces produits tout venant, les idées comme celles que développe Madame Le Watt sont peut-être intéressantes, de revenir aux produits naturels qui, pour moi, de toutes les façons, seront toujours moins toxiques que les produits chimiques synthétiques purs avec toutes les conséquences que ça. Donc pour moi, c'est une journée qui est complètement réussie. Je suis content de moi, je suis content d'être venu, déjà pas de ce que j'ai dit, mais content d'avoir écouté des grands hommes, des philosophes, professeur Gomez, professeur Sélassié, Dieudonné. C'est vraiment des gens qui ont dit des choses qui m'ont profondément touché. Et je crois que je me suis refait une culture là ce matin en écoutant ces personnes-là. Et je voudrais rendre hommage aussi à Dauphine parce que j'en entends souvent parler, hein, je ne suis pas du domaine, mais je trouve que là, dans cette université, la réputation qu'elle a, elle est méritée parce que quand je vois des jeunes capables de résumer en 5 minutes une conférence qui a duré 1 heure ou qui sont capables de se projeter dans l'avenir, je suis vraiment très fier. Je l'ai toujours été, à savoir que de toutes les façons, l'Africain finira un jour par montrer ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il vaut. C'est une question de temps, mais ça va arriver. Et là, ce matin, je suis encore beaucoup plus convaincu en ce qui s'est passé ici. Voilà. Merci. Alors, une chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire ici pendant toute cette journée ni pendant la présentation, c'est le sentiment d'un Africain qui est parti de son pays, le Cameroun, qui est venu faire des études en France, qui a, on va dire qu'il a réussi, disons ça comme ça, et qui s'est toujours demandé qu'est-ce que je fais pour mon continent. La réponse, je l'ai trouvée il y a à peu près 4 ans, quand j'ai accepté le rôle de doyen assesseur de la faculté de pharmacie de Banganté au Cameroun. Donc depuis 4 ans, depuis 88 pardon, j'ai accepté cette charge et donc j'essaie d'apporter mon expertise dans le domaine de la formation. Et donc je pars au Cameroun tous les 4 fois par an à peu près et j'interviens donc pour enseigner dans cette fac de pharmacie, pour organiser les enseignements et chercher en Occident
des enseignants pour leur demander des missions, d'aller accompagner la formation de jeunes Camerounais. Il n'y a pas que les Camerounais, d'ailleurs, il y a des Gabonais, il y a des Congolais, il y a des Aïrois. Peut-être les Aïrois n'existent plus, mais peu importe. Donc c'est une université qui se veut ouverte. Et j'ai envie de dire que si ma carrière s'arrêtait aujourd'hui, peut-être que c'est la chose que je retiendrai le plus, c'est comment contribuer, quand on a eu des connaissances en Occident ou ailleurs d'ailleurs, pas forcément en Occident, comment contribuer à faire avancer l'Afrique en y amenant sa petite contribution. Voilà, ça c'était une parole libre, je voulais le dire parce que je le ressens très fort et je remercie les gens qui sont venus me chercher parce que je me suis toujours posé la question, tu es parti, tu as fait des diplômes, tu as fait plein de choses, mais qu'as-tu donc fait pour l'Afrique? Et je remercie les gens qui m'ont donné cette occasion. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà.